Bonjour, Yambert Tillenon. Nous sommes ici devant votre galerie atelier Carvreis, également nommée T.A. Vraison-Net. Ici, nous avons quelques échantillons de tableaux qui reflètent un certain éclectisme et, sur le plan politique, en écho, un certain fédéralisme. Alors, pouvez-vous nous dire, en quelques mots, déjà nous présenter ce que représente pour vous le fédéralisme? Le fédéralisme, comme son nom l'indique, a pour but de fédérer, c'est-à-dire de réunir les différences. Et quand elles existent, il faut donc les faire exister pour qu'il y ait une union. Sans différence, sans diversité, il ne peut pas y avoir d'union des contraires dans la totalité paradoxale. C'est-à-dire que nous, ici, nous sommes pour l'union et non pas l'uniformité. C'est pour ça que Carvreis a été créé il y a plus de 80 ans par le théoricien du fédéralisme en Europe, Yann Fouéré. Nous continuons cette tradition théorique du fédéralisme, puisque l'Europe ne peut être que fédérale, et non pas comme centraliste, totalitaire, comme la France qui a été détruite par cette idéologie centraliste jacobine du pouvoir de l'argent, du pouvoir financier bourgeois, de la Révolution française. Le résultat est là aujourd'hui. Nous assistons à la destruction culturelle des peuples de France totalement déracinés et inconscients de leur spécificité, de leur identité, qui faisait justement la richesse de la France et sa puissance autrefois. Aujourd'hui, la France officiellement n'existe plus puisqu'on parle du territoire de la République qui n'a plus de frontières, qui n'a plus de monnaie, qui a une armée extrêmement réduite, avec un corps d'élite qui est la Légion, mais qui est composé d'étrangers, on appelle la Légion étrangère, de 8 à 9 000 hommes, et dont les lois qui sont votées à Paris doivent être approuvées, compatibles avec le pouvoir de Bruxelles. Nous souhaitons une France fédérale pour la renaissance de ces peuples et donc une France exemplaire pour l'Europe à venir, de manière à ce que la France, la langue française, reprenne toute son importance en Europe, comme autrefois. Alors effectivement, là, je vois que vous vous intitulez également Galerie européenne. Alors comment articulez-vous la notion d'Europe avec l'identité bretonne en langue bretonne, et puis l'identité française, authentique? Oui, parce que nous considérons que Bretagne, c'est Breizh, autrefois en breton, Breizh francisé par la République, pour en faire une entité provinciale de la République jacobine. Et donc Breizh, c'est une entité nationale, régionale, européenne, dans la future Grande Europe. C'est pour ça que Carvreis, maison de Breizh, a été créée en 1938 par Yann Fouéré, que j'ai cité tout à l'heure. Et Breizh n'a de sens que dans la Grande Europe des États-régions. L'Europe au sans drapeau. Oui, même aux 200 drapeaux maintenant. L'Europe des États-régions avec la fin des États-nations qui ont toujours été la cause de guerres épouvantables et atroces pour détruire les peuples régionaux d'Europe, gênants pour le pouvoir financier
des États-nations. Nous sommes, nous, pour un pouvoir philosophique en Europe, composé de sages, et avec la fin du pouvoir économique aux politiques. Il faut remettre le pouvoir économique à sa place, sur la place des artisans, commerçants, marchands, et non pas à la place des sages. Des sages avertis, conscients de la vocation spirituelle des peuples et non pas seulement matérielle. Que répondez-vous à ceux du camp plutôt identitaire, nationaliste, qui vous diront qu'on ne peut pas dissocier l'État de la nation? Je répondrai qu'ils sont dans l'erreur, puisque ce qu'ils veulent défendre a justement été détruit, comme le prouve le monde contemporain, par les États-nations. Nous vivons dans un monde d'États-nations avec des déracinés, des individus hors sol, comme des pieds de tomates, venus d'un peu partout et de nulle part, pour consommer, produire et consommer dans la société de consommation, comme des objets. C'est un monde d'humains réifiés, c'est-à-dire des humains marchandises sur le marché du travail, importables, exportables, déportables surtout, et exploitables à merci quand ils ont du travail, parce que ce n'est pas toujours évident. Vu le constat que je fais, des centaines de SDF dans le quartier ici à Montparnasse, qui sont une infime partie des 400 000 SDF de France. Et donc, j'ai trouvé particulièrement intéressant le voyage du président de la République actuelle, Emmanuel Macron, en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, en état d'insurrection pour réclamer une indépendance. Effectivement, on s'aperçoit que les pouvoirs différents de la République française n'ont pas tiré les leçons de leurs échecs en Algérie, en Tunisie, en Afrique noire et ailleurs, en restant dans une intolérance totalitaire par rapport au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et au droit à la différence. Quand la France deviendra une fédération, il n'y aura plus ces problèmes d'insurrection dans les régions. C'est-à-dire qu'il faut prendre exemple sur les États-Unis d'Amérique, qui sont la première puissance mondiale, et comme par hasard, sont une fédération. C'est-à-dire qu'un État-région aux USA a tous les pouvoirs internes, toutes les autonomies internes. Il s'occupe de tout, sauf de l'armée, de la monnaie et de la politique étrangère, de la diplomatie. L'intérêt de la France et donc de l'Europe, c'est effectivement d'avoir des territoires contrôlés dans le Pacifique Sud ou dans l'océan Indien. Et pour cela, il faut avoir une politique sur le long terme de contrôle de ces territoires pour des raisons stratégiques, politiques, militaires, etc. Et donc d'avoir la meilleure politique possible pour ces peuples, c'est-à-dire de leur donner une autonomie interne, et de manière à pouvoir continuer à les conseiller. Alors ici, j'aurais envie de vous poser la question du lien entre nation, peuple et identité culturelle. Alors effectivement, vous parlez des États-Unis. Aux États-Unis, il y a quand même une relative unité culturelle, linguistique. Mais pour ce qui est de l'Europe, nous avons des peuples avec des langues différentes, des histoires différentes. Pour ce qui est même de la France et de ses peuples, entre le peuple breton, le peuple basque, le peuple alsacien et le peuple kanak, qui partagent
aujourd'hui, on va dire, le territoire de la République. Comment faire pour leur donner cette autonomie politique qu'ils réclament, puisque finalement, ils ont tout à fait légitimité à défendre une nation. Aujourd'hui, on parle de la nation kanak, on parle de la nation bretonne. Nation vient du latin natio, qui veut dire natif. Hein. Dire, même en latin, je crois que ça veut dire race. Dire, quel est le problème? Dire, les natifs d'une région forment des communautés locales, hein, qui doivent être dans une grande fédération parfaitement capables de produire en fonction de leurs besoins locaux, hein, dans ce qu'on appelle le localisme, hein, qui est indissociable du fédéralisme, hein, qui a toujours été d'ailleurs le mode de vie, de production pendant des siècles de tous les peuples de la Terre. Hein. Le centralisme qui a, pour des raisons de profit généralisé, globalisé, hein, la distribution, hein, le marché, hein, n'existe que depuis très peu de temps, hein, c'est-à-dire ces 2 ou 3 siècles, surtout avec la révolution industrielle, hein, du pouvoir bourgeois, hein, qui a délocalisé les productions et les peuples, hein, pour des raisons de profit bancaire. Hein. Mais tout ça n'est pas irréversible, hein, comme le prouvent les problèmes de pollution aujourd'hui même avec ce système globaliste, hein, puisqu'on arrive à parler d'un continent qui apparaît sur notre planète, qui serait un continent de sacs en plastique, hein, et dont les poissons se nourrissent pour s'empoisonner. C'est complètement absurde de penser que ce système pourrait durer encore des siècles et des millénaires. Nous sommes archéofuturistes. Archéofuturistes, c'est-à-dire que nous pensons à la promotion dans l'avenir le plus lointain, dans le futur, des valeurs les plus anciennes. Hein, par exemple, le système des Gaulois, qui était un système de peuples fédérés comme les ancêtres de la France et à travers toute l'Europe, hein, pourrait très bien redevenir un exemple pour la France futuriste, c'est-à-dire archéo-futuriste, modèle pour l'Europe. Est-ce que le projet politique de Carvreis n'est pas davantage réaliser une fédération d'États que de réaliser des États fédéraux? Et une fédération d'États, qu'est-ce d'autre si ce n'est un empire? L'empire est une fédération, bien sûr. L'empire fédère, mais n'uniformise pas. Hein. L'empire romain en a été la preuve. C'est pour ça que j'avais créé il y a 40 ans le cercle Maxène-Vlédic, hein, c'est-à-dire le cercle de Maxime l'empereur, qui était un général qui a guidé les légionnaires bretons de l'île de Bretagne, surtout du pays de Galles, hein, jusqu'à Rome pour établir l'ordre dans l'Empire romain décadent à la fin du IVe siècle. Il a malheureusement été tué par Théodose, empereur d'Orient, en 388, et les Bretons légionnaires sont remontés à travers la Gaule pour repartir en Grande-Bretagne. Mais pendant leur absence, les Angles et les Saxons avaient débarqué en venant de Germanie et pris le pouvoir. Donc ils sont restés en Armorique et ils ont rebaptisé l'Armorique en Braise et jeté les bases d'un État breton souverain, hein, qui a été officialisé en 845 par Névénoé, vainqueur de Charles le Chauve dans une grande bataille à Ballon, qui était reconnu comme premier roi de Bretagne à l'époque, donc au IXe siècle, hein, après la mort de Charlemagne. Et ils se sont surtout installés dans le nord
dans le nord-ouest de la Bretagne, dans ce qu'on appelle le pays de Légion, devenu Léon. Voilà pour ce qu'on appelle les valeurs archaïques, qui étaient des valeurs des légions, des légionnaires parfaitement organisés, puisque militaires, ce qui a donné une vocation et une tradition militaire en Bretagne actuelle. Et pour les autres, c'est-à-dire ceux qui prient et ceux qui travaillent, Oui. comment peuvent-ils contribuer à un tel projet politique? C'est à chacun selon ses capacités, selon ses compétences et ses besoins. Nous avons besoin d'une population de producteurs de base, ce qu'on appelle les Shudras dans la tradition indo-européenne, en sanskrit, les Shudras, à côté des Vaishyas, qui sont les commerçants, artisans, marchands, qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Occident, le pouvoir politique. Au-dessus, il y a les kshatriyas, c'est-à-dire les chevaliers, c'est-à-dire les militaires et policiers qui maintiennent l'ordre dans les pays, dans les sociétés, dans une fédération de communautés. Et au-dessus des chevaliers kshatriyas, nous avons les brahmanes, c'est-à-dire les brahmanes qui sont les penseurs, les sages, les hommes avertis, savants, puisque sage est la même racine que savant, que sapiens. C'est le règne de la sagesse en contact avec le monde spirituel. Et ce qu'on appelle les brahmanes, c'est ceux qui ont le souffle en sanskrit. On appelait aussi les druides autrefois dans la société celtique, ici même sur les bords de la Seine, jusqu'à Brest en passant par Chartres, les moines aussi. En fait, chacun doit être à sa place dans un monde équilibré. Il y a une place pour chacun. Chaque chose à sa place, une place pour chaque chose, en fonction des compétences et non pas des apparences. C'est-à-dire que tout le monde doit trouver son mode de vie en fonction de son niveau de conscience. C'est bien évident que dans la théorie de l'incarnation, la réincarnation de l'être, de l'âme esprit, les gens, les hommes, les personnalités n'ont pas les mêmes fonctions pour s'organiser dans leur vie présente sur Terre. C'est-à-dire qu'ils sont mis à l'épreuve pour s'améliorer. Pour s'améliorer, se transformer, se transmuter, et je dirais même se métamorphoser, comme le demande la société actuelle. C'est-à-dire qu'avec des gens compétents au niveau de conscience le plus élevé au pouvoir, la société peut se transmuter et se métamorphoser pour donner un exemple futuriste pour nos arrière-petits-enfants à venir. Merci Yann Bertillon.